commencer par présenter le modèle. Donc, c'est un problème qui vient de la supraconductivité. Donc, la supraconductivité, c'est un phénomène qui a été observé pour la première fois par Owens. En 1911. C'était tout d'abord. C'est là que je m'arrête. Et ensuite, pas trop longtemps après, en 1933, il y a Meissner qui a compris que, en fait, ce qui se passait sur la supraconductivité, c'est que les matériaux qui sont supraconducteurs empêchent le champ magnétique de les pénétrer. Donc, si vous avez un matériau qui est supraconducteur et que vous avez un champ magnétique qui arrive dessus, ben, en fait, il va devoir le contourner. Et c'est à cause de ça que vous pouvez faire léviter, en fait, sur les aimants que vous faites léviter sur les supraconducteurs. Ou vous avez aussi ces trains rapides au Japon. Donc, le cadre géométrique qu'on va regarder, c'est le cadre le plus simple possible. On a une plaque infinie, en dimension 3. Et donc, dans ce que je vais décrire, la direction verticale, elle va jouer un rôle très différent des directions horizontales, donc celle-là et celle-là. Donc, en général, un point Z dans R3, je vais écrire comme Z égale XT. Et en fait, ce qu'on va voir, c'est que la direction verticale va jouer une espèce de rôle du temps. C'est pour ça que j'utilise T comme notation. Donc, on a cette plaque infinie et on lui applique un champ magnétique externe qui est perpendiculaire à la plaque, forme B extérieur E3. Donc, 1, E2, E3, c'est la base canonique de R3. Et on applique un champ dessus. On va voir un peu quels sont les types de motifs qui apparaissent dedans. Donc, en fait, le champ va devoir traverser. Donc, à cause de ce que j'ai dit ici, vous allez avoir une alternance entre des parties qui vont être normales, donc là où le champ va traverser, et des parties supraconductrices qui empêcheront le champ de passer. Et donc là, on regarde ce qui se passe à une température où les deux phases peuvent coexister. Donc, on a à la fois une partie qui est normale et une partie qui est supraconductrice, mais où la partie supraconductrice est énergétiquement favorisée. Donc, le matériau aimerait être supraconducteur partout, mais il ne peut pas parce qu'il faut qu'il laisse quand même passer un peu le champ. Donc, la question, c'est comment, dans quelle zone est-ce qu'il va laisser passer le champ. Donc ça, c'est assez bien décrit par le modèle de Gismondo. Que je ne vais pas écrire, parce que c'est un modèle... Donc ça, c'est Gismondo avec champ magnétique, donc c'est un peu compliqué. C'est un peu comme les rappels de cours, soit... Enfin, ça ne sert à rien, parce que soit vous connaissez déjà, et donc soit vous ne connaissez pas, et ça va trop vite. Il faut éviter de les faire. Et donc, il y a deux régimes principaux. Donc, il y a les supraconducteurs de type 2 et les supraconducteurs de type 1. Alors, j'ai mis celui-là en premier parce que c'est ceux-là dont je ne vais pas parler. En fait, c'est ceux qui ont été le plus étudiés dans la communauté mathématique et notamment ici au labo. Donc, ça a commencé, je pense, avec le livre de Bétuel Brésil-Célin. Ensuite, il y a toujours énormément de travaux dessus. Et par exemple, dans le cas avec champ magnétique, il y a le livre de Sandier Sarfati, qui est déjà un peu daté, beaucoup de choses depuis. Donc, dans ce cas-là, ce que vous allez voir, c'est que vous allez voir apparaître des lignes de vortex, des lignes de singularité, par lesquelles le champ va passer. Et donc, nous, on ne va pas regarder ce cas-là, on va regarder ce qui s'appelle les supraconducteurs de type 1, où là, à la place d'avoir des lignes de vortex, on va avoir la formation de domaines. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si je fais une coupe horizontale, disons au milieu, je vais voir, c'est quelque chose comme ça. Donc ça va être ce que j'ai une petite disque ici. Ça correspond aux zones où le matériau est une phase normale. Ici, phase supraconductrice.
Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'énergie de Gizmo-Ando, donc il y a plusieurs termes dedans, mais notamment, elle va pénaliser la création d'interfaces. Donc, elle se comporte comme un périmètre. Elle va pénaliser l'apparition d'interfaces entre les phases normales et les phases supraconductrices. Et donc, vous allez avoir la formation de ces tubes par lesquels le champ va passer, donc les tubes normaux, dans une marée supraconductrice. Et donc, comme j'ai dit, le champ magnétique doit traverser. Donc, la question, c'est à quoi vont ressembler ces tubes. Donc, ce que vous voyez, c'est que à l'extérieur, le champ doit être uniforme. Et donc, a priori, sur le bord, vous voulez avoir quelque chose qui est quasiment uniforme. Donc, si je fais une coupe maintenant, au lieu de faire une coupe comme ça, je la fais dans l'autre sens. Je veux que sur le bord, donc ici et là, je vais avoir un champ magnétique qui est quasiment uniforme. Et donc pour ça, comme on sait bien, une bonne façon de faire, c'est d'avoir beaucoup d'oscillations. Faire converger au sens faible, on va dire, le champ magnétique vers la constante. Et donc, il y a plusieurs façons de faire ça. Une première façon intuitive, c'est de faire des tubes ou des tranches périodiques. Donc, ce que je assure, c'est la partie normale. Et ici, vous faites quelque chose qui est à distance epsilon. Et si vous faites tendre, si epsilon tend vers 0, le champ il tend faiblement vers constant. Donc là, vous rendez la partie magnétique constante. Par contre, si vous faites ça, si vous avez ça en tête, là, vous voyez que le périmètre, par contre, lui, il explose. Et donc, ce qui a été compris par Landau déjà dans les années 40, c'est que, en fait, donc, vous voyez quelque chose qui ressemble à ça près du bord, mais vous n'avez pas intérêt à payer du périmètre partout à l'intérieur. Donc, en fait, il vaut mieux faire des structures branchées. Donc, si je reprends le même dessin, ce que lui, il dit, c'est qu'il vaut mieux faire quelque chose comme ça, qui va être... Alors, je vais styliser ça par des lignes. Avoir très peu de lignes à l'intérieur, et qui ensuite branche vers le bord. Et pareil en haut. D'accord ? De cette façon-là, le périmètre, il décroît, parce que je paye beaucoup de périmètre que près du bord. À l'intérieur, je vais payer assez peu. Mais je peux me permettre d'avoir quand même cet effet-là où le champ est quasiment uniforme au bord. Mais ce que ça va faire, c'est que ça va créer, produire, ça va donner une boutique. Si vous faites ça, vous allez devoir payer quelque chose en énergie magnétique. Et donc, il va y avoir une compétition entre les différents termes de l'énergie qui vont dicter quelle est la forme optimale des arbres pour observer. Donc, ce qu'on aimerait comprendre, c'est à quoi ressemblent ces arbres. Et on verra, en fait, la vraie question que je vais regarder aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui se passe près du bord. Et donc, ce comportement-là, ça a été justifié en termes de loi d'échelle. Donc, c'est peut-être pas très clair ce que je veux dire par là, ça va être un peu plus après. Mais en gros, vous avez plusieurs paramètres dans le modèle que j'ai un peu cachés. Et donc, vous allez voir comment est-ce que l'énergie minimale dépend de ces paramètres. Et donc, ce que j'appelle une loi d'échelle, c'est comment l'énergie minimale dépend de ces paramètres-là. Donc, ce qui a été démontré, c'est que ce type de structure branchée, c'est ce qui va vous donner la bonne loi d'échelle. Je ne donne pas les formules parce que c'est pas forcément très intéressant. Donc ça, il y a une série de papiers. Donc, le premier, c'est avec 2 articles de Choksi, Conti, Otto et Kohn. Donc eux, ils regardaient en fait une forme simplifiée de la fonction de Gizmo-Landau. Et ensuite, ça a été justifié pour le modèle complet, donc à partir de Gizmo-Landau, beaucoup plus récemment par Conti, Otto et Sarfati.
Ensuite, on aimerait aller plus loin qu'une simple loi d'échelle. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que si on est dans un régime extrême d'énergie, étant certains paramètres vers 0 plus infini, on va pouvoir trouver un modèle réduit qui décrit bien ce qui se passe. Donc, on garde un régime. C'est un régime où la plaque est très très épaisse. Et le champ magnétique, lui, devient de plus en plus faible. Ce qu'on s'attend, c'est que ces tubes deviennent de plus en plus minces, parce qu'on sent vers des points. Donc, dans ce régime-là, on n'a que le diamètre des tubes. Il est beaucoup plus petit, ce diamètre-là. Il est beaucoup plus petit que la distance entre les tubes. Qui est de l'ordre de la taille du domaine. Donc, dans ce cas-là, en fait, ce qu'on a fait, donc ça, c'est l'article dont j'avais parlé quand j'étais recruté ici. C'est un article avec Sergio Conti. Avec Félix Auto et Thierry Sarfati. On a obtenu un modèle réduit. Donc ça, en fait, vous allez voir dans une seconde ce que c'est que lambda, mais donc en fait, pour être précis, c'est dans le cas où lambda est plus infini. Donc, je vais écrire un modèle maintenant. Donc en fait, après avoir fait les changements de variables adéquats, on est dans cette situation suivante. Exactement écrit ici. Donc on a une plaque ici qui est de taille 2t, donc on va de moins p à t en hauteur. Et on a quelque chose qui est de taille 1 ici. Donc, et je ne sais pas si je l'ai dit, mais on considère des conditions au bord périodiques latérales pour pas de problème de conditions au bord. Donc ça, je vais appeler Q1, c'est hauteur, donc 0,1 au carré. Et donc l'énergie qu'on a, elle dépend de mesures. Donc l'inconnu, c'est mu, que je peux écrire comme mu t tenseur dt. Ce que je veux dire, c'est que mu t, c'est ce qui se passe quand je regarde sur une tranche en hauteur, à hauteur t. Et ce que j'ai, c'est que pour presque tout t, mu t est une mesure atomique. J'ai remplacé ça par des points. Des points xi. Et chaque point a une certaine masse phi qui correspond en gros au flux qui est transporté dans le tube, dans ce point-là. Et donc, c'est des points qui se baladent en 2D, qui dépendent, sont paramétrés par t, mais qui se déplacent dans le plan et qui peuvent éventuellement se laisser ou se brancher. Et l'énergie, donc E lambda t, une telle mesure mu, c'est la chose suivante. Donc, j'intègre en temps, donc entre moins t et t, la somme sur i de racine de phi plus xi carré dt. Et ensuite, il y a le terme de bord qui est plus lambda fois mu t moins 1 h moins 1 mi au carré. Donc, j'ai passé maintenant un peu de temps pour décrire les différents termes dans l'énergie. Donc, ce que je prétends, c'est que ça, c'est un terme de périmètre. Ça, c'est un terme cinétique, qui est de type Wasserstein. Et ça, c'est un terme qui pénalise le fait qu'on n'est pas uniforme sur le bord. Donc, on va voir ça doucement.
un phi dépend du temps aussi. C'est un peu formel. Il y a une façon d'écrire ça de façon rigoureuse, mais formellement, c'est ça. C'est-à-dire que pour chaque t, on a un certain nombre de masses de Dirac, et le nombre dépend aussi du temps, en fait. Celui-ci, c'est une somme I égale 1 à n de t. Et les points peuvent se déplacer, peuvent se séparer en deux. Ça représente vraiment l'arbre. Si tu dessines ça en 2D, tu as un arbre comme ça. Alors, il y a une question de comment est-ce que tu indexes les xi, mais... J'oublie ce terme-là. C'est ce que j'ai appelé I indice T de mu. C'est énergie interne. C'est l'énergie que vous avez à l'intérieur du domaine. Et ce terme-là, c'est le terme de bord. C'est assez naturel de les séparer. Le premier terme. Donc, je vous rappelle que si on a des disques comme ça, qui sont chacun de rayon R indice I, alors j'ai que si phi c'est l'air, phi c'est phi RI au carré. Et donc, le périmètre, c'est proportionnel à RI, qui est proportionnel à racine de phi. D'accord? C'est dans ce sens-là que je dis que le premier terme, qui est celui-là, joue un rôle de périmètre, qui venait vraiment du fait que, ce que je racontais un peu avant, que l'énergie de Ginzburg-Landau, celle de départ, elle pénalise le périmètre, dans le sens où elle fait apparaître ce terme-là. Maintenant, ce que je prétends, c'est que le deuxième terme, c'est un terme de transport. Donc, en effet, l'intégrale de moins t à t de somme sur i de phi xi point carré, ça, je peux le réécrire comme l'intégrale de moins t à t de b prime carré, enfin b carré, d mu x3, d mu t, pardon, dt, où b, c'est en fait l'unique solution de l'équation de continuité, donc dt mu plus divergence de UTB égale 0. Donc ici, j'utilise la convention que... Donc ça, c'est la dérivée par rapport à la variable verticale. Et ça, c'est la divergence par rapport aux variables horizontales. Ça, c'est l'équation de continuité. En fait, dans ce cas-là, il y a un unique B qui vérifie ça. Si tu fixes muté qui a la forme... ça, hein, tu peux écrire explicitement ce que c'est que le B. Et donc, je vous rappelle que si je regarde 1 sur 2t, distance de Wasserstein, donc W, c'est la distance de Wasserstein 2, donc au carré, entre deux mesures lambda moins et lambda plus. Ça, c'est le minimum de la chose suivante, de l'intégrale de moins t à t de b carré d mu x3 dx3, pardon, dt. Donc ici, le minimum, c'est sur tous les b et mu, tel que la chose suivante. Donc, tout d'abord, le lien avec lambda, plus ou moins, c'est que mu autant plus ou moins t peut être égal à lambda plus ou moins. Donc, vous avez une courbe de mesure mutée qui relie la mesure de départ à celle d'arrivée. Et le lien entre B et mu, c'est qu'il doit vérifier l'équation de continuité. Ça, c'est peut-être pas la formulation plus standard de transport optimal, mais en fait, c'est dû à Yann Brenier et Jean-David Benamou, le fait que donc la définition classique en termes de transport de mesure, c'est équivalent à cette formulation eulérienne. Donc là, on cherche à minimiser parmi toutes les courbes de mesure qui relient
la mesure lambda moins, celle de départ à celle d'arrivée. Toutes les courbes, on minimise l'énergie cinétique. Voilà. Donc, vous voyez que ce terme-là, c'est exactement un terme de ce type-là. Donc, évidemment, il n'y a aucune raison que la courbe mutée soit optimale pour... si vous prenez deux temps, T1 et T2, il n'y a aucune raison que la courbe que vous avez là soit optimale pour ça. Donc, ça, ce n'est pas égal à la distance de Wasserstein entre mu T1 et mu T2. Et ce que vous avez certainement, c'est que l'intégrale de moins T à T de BK, donc j'écris comme ça c'est toujours plus grand que sur dt. Alors, ça c'est toujours plus grand que 1 sur 2t. W2 de moins t. Donc, ce qu'on va payer, c'est toujours plus grand que la distance de Wasserstein entre les deux mesures. On a au début à la fin. En fait, ça c'est même vrai localement. Si j'ai ici T1 et T2, c'est plus grand que 1 sur 2 T2 moins T1. La distance de Wasserstein entre mu T1 et mu T2. D'accord. Et ensuite, le dernier terme, c'est assez clair, donc c'est une pénalisation. Donc ici, c'est dans une norme de SOBF négative, donc on pénalise dans la distance h-1,5 la distance entre donc, les traces et le fait d'être Lebesgue. Donc ça, c'est peut-être... ici, ce que je veux dire, c'est que ça, c'est mu t-1 h-1,5 au carré, plus, la même chose de l'autre côté, mu moins t. Donc, peut-être juste un commentaire, comme ce que je disais ici. En fait, ce qu'on a fait dans cet article, c'est qu'on a dérivé ce modèle-là dans le cas où lambda est plus infini, qui, de façon plus formelle, veut dire que c'est dans le cas où, sur le bord, mu doit converger à Lebesgue. On a plus ce terme-là. Et donc, c'est un des objectifs de la thèse d'Alessandro Cosenza, qui a commencé en septembre, d'obtenir aussi le cas général. Donc, nous, ce qu'on a fait avec Berardo et Guido, c'est partir de ce modèle-là et c'est d'analyser les mesures de ce problème. Et on voudrait comprendre, c'est à quoi ressemble cette mesure mu t. Et donc, avant d'oublier, en fait, vous pouvez toujours, par symétrie, vous pouvez toujours symétriser par rapport à 0 et supposer que la solution est symétrique donc, par rapport à 0. Et donc, mu t et mu moins t, c'est la même chose. Donc, on va toujours regarder ce qui se passe entre 0 et t. Donc j'ai passé une bonne partie du temps qui me reste à essayer de motiver un peu la conjecture sur soit ce à quoi ressemble cet objet-là. On va faire un peu d'heuristique. Et on va voir ce que je vais dire par loi d'échelle. Donc, ce qu'on va faire, c'est on part de t égale 0. Et on veut connecter ça à t égale grand T. Et on voudrait faire ça de la façon la moins chère possible. Et donc, on peut avoir différentes idées de à quoi pourrait ressembler un minimiseur. Mais une chose qu'on peut essayer, c'est donc on fixe une grille uniforme. Et au centre de chacun des points, ici, on met une masse de Dirac. Donc, on fixe n en n. Ça, c'est de taille 1 sur n. Et donc, au centre de chacun de ces cas, je mets 1 sur n carré delta xi. Donc, j'ai les mêmes poids à chaque endroit. Et j'ai espacé de façon uniforme ces trucs-là. Et je vais essayer de construire une construction qui me permet de connecter cette chose-là. Évidemment, il y aura... Donc, ici, je vais aller vers un petit morceau de Lebesgue. Alors, pareil, des carrés qui sont tous les mêmes. Et cette fois, ici, j'ai un carré de taille petit r. Et je vais faire une construction qui est la même, en fait, pour connecter un point à un carré. Et j'essaie de voir, donc ici, j'ai deux paramètres libres dans la construction. Il y a ce nombre n et la taille des petits carrés r. Et le but, c'est d'optimiser n et r pour faire le moins cher possible. Ensuite, la question, c'est est-ce que ça vous donne plus ou moins l'énergie optimale ou pas? Donc ça, c'est une autre question. Donc, ce qu'on essaie de voir ici, c'est comment est-ce qu'il faut choisir n et r pour optimiser la construction. Et donc, pour ça, d'abord, on se demande comment est-ce qu'on fait pour relier un Dirac à un carré. Donc, si on regarde en coupe, on a quelque chose comme ça.
une coupe 2D. Pardon? Oui, attends, pardon. Alors, j'ai pas dit. Donc ici, du coup, tu mets 1 sur n carré, r carré fois qui. En fait, si tu veux, tu peux faire ce que tu as le droit de faire. Bah, je dis, on va essayer avec ça. On va voir ce que ça donne. Il n'y a rien qui garantit que le vrai minimiseur il va ressembler à ça. C'est que pour avoir une idée de à quoi va ressembler la solution, tu peux t'amuser à construire tous les compétiteurs que tu veux. Et tu vois celui qui donne l'énergie la plus faible. Et tu dis, bon, bah, si j'ai choisi assez de candidats possibles, celui qui me donne la plus petite énergie devrait peut-être ressembler au vrai minimiseur. C'est très heuristique. Donc, tu vois, par exemple, si ici R égale 1 sur N, bah, tu vas aller sur le beg. Et si R, au contraire, devient très petit, tu restes quasiment comme un delta. Et tu dis, si R est entre les deux, ça va être. Là, le but, c'est de voir comment est-ce qu'il faut choisir R et N pour optimiser cette construction-là. Après, si j'ai mal fait ma construction, c'est un truc qui fait mieux. C'est un peu le jeu, quoi. Oui. Donc, on regarde un minimiseur de ce problème-là. Aucune condition. Si tu veux, ça pénalise le fait. Enfin, si tu veux, c'est la place d'avoir une condition au bord, tu l'as relaxé en une pénalisation du fait que tu n'es pas le bec. Tu minimises sans aucune condition, tu regardes le minimiseur global. Et en général, il n'y en a pas qu'un seul parce que c'est une énergie qui est non convexe. Pardon, bah, ici, en fait, à cause de ce terme-là, tu dois voir que somme de phi, c'est égal à 1. À cause de ce terme-là, pardon, j'aurais sûrement dû le dire. Donc, à cause de ce terme-là, mu, elle doit être d'intégrale 1, parce que sinon, la norme H1,5 est plus infinie. Et ensuite, à cause de l'équation de continuité, en fait, ça vous force le fait que le volume est conservé au cours du temps. Merci. Donc ici, pour la construction, on va utiliser une sorte en boîte noire la construction pour aller d'un point à un carré. Et donc, pour ça, vous pouvez faire une construction par branchement. Bah, en fait, ce qu'on va voir, c'est que le grand N et le lambda optimal, ils dépendent, le grand N et le R optimaux, ils dépendent de lambda et de T. Et notamment, plus T est petit et plus N devrait être grand. Ça coûte pas cher de faire plein de... Bon, ça va apparaître dans le calcul. Le but, c'est comprendre comment ça dépend des paramètres du modèle, donc lambda et T. Et je devrais dire, on se limite au cas lambda plus grand que 1. Si on veut que les conditions au bord comptent. Et T plus petit que 1. Parce qu'au final, ce qu'on va vouloir regarder, c'est ce qui se passe près du bord. Et donc, ça va être plus raisonnable de regarder là. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que pour connecter delta x à r carré. Ça, en fait, ce qu'on peut faire, c'est un coût qui est quasiment un coût optimal par rapport à ce que j'ai décrit avant. C'est-à-dire que le coût... Alors, comme ici, vous avez branché, vous allez devoir payer au moins la hauteur, donc t fois le périmètre de départ, qui était racine de phi. Parce que comme la racine carrée, elle est concave, plus vous mettez de branches et plus ça coûte cher. Et donc, le coût à chaque niveau, ça va être au moins racine de phi. Et donc, au niveau de la partie périmètre, vous allez payer au moins ça. Ensuite, comme on vient de voir, sur le deuxième terme ici, la borne par en dessous la distance de Wasserstein entre ce point-là et ce point-là. Et donc, ça va être d'ordre... on avait le 1 sur 2t, fois la distance de Wasserstein entre ça et ça. Et donc, ça me donne phi fois... Donc, la distance qu'on parcourt, c'est r carré. Phi sur r2. C'est ça, oui. Ah, pardon, oui, c'est ça. Je me raconte. Ah, pardon.
la distance, c'est R. Ah oui. Alors, je pense que c'est fatigué. Normalement, il devrait me rester un R2. Pardon. Pardon, excuse-moi. Donc, excuse-moi. Donc là, il y a le 1 sur T qui était effacé, mais qui était là. Et ensuite, la distance de Wasserstein, si on repense en termes lagrangiens, donc c'est de l'ordre du volume fois la distance au carré. Donc le volume, c'est phi ici. Je vais copier celui-là, bêtement. Et la distance, c'est typiquement R. Et donc ici, donc, ce que je prétends, et ce que je n'ai pas montré, c'est qu'en fait, on peut faire une construction qui a une constante près à cet ordre-là. Et donc ici, donc, phi, c'est 1 sur n2, donc racine de phi, ça fait 1 sur n. Ici, on a 1 sur n carré fois R2. Donc si je regarde l'énergie interne, donc quand je somme ce terme-là sur chacun des carrés, je somme n carré fois ce truc-là, donc T sur n plus R carré sur T carré. Ça me fait T fois n plus R carré sur T. Et à ça, il faut qu'on rajoute le terme de bord. Ça, c'est un calcul que vous pouvez faire, mais ça, c'est proportionnel à 1 sur n carré fois R. Je ne vais pas le développer, mais vous voyez qu'au moins, c'est à peu près raisonnable. Parce que si je fais tendre, donc si je fixe n et que je fais tendre R vers 0, donc ça va tendre vers des Dirac. Vous savez sûrement que les Dirac ne sont pas dans H-1,5 en 2D. Et donc, c'est normal que ça explose quand R tend vers 0. Mais par contre, si je fixe n, pardon, si je fixe R et que je fais tendre n vers l'infini, ça va converger faiblement vers le beg. Et donc, c'est cohérent que ça tende vers 0. Et donc, au final, l'énergie E lambda T, ça va être de l'ordre de donc, Tn plus R carré sur T, plus lambda fois, je sais pas. Et donc maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'il faut choisir R et N pour optimiser ça. Et les contraintes qu'on a, c'est que N, c'est un entier, donc N est plus grand que 1. Et on doit avoir que les petits cubes dans les grands. Et donc R est plus petit que 1 sur N. Ça, c'est un exercice première année. Vous voyez que vous pouvez d'abord optimiser en R ces deux termes-là, et puis ensuite vous optimisez en N. Donc, peut-être vous épargner le calcul. Donc, ce que vous voyez, c'est que... cette condition-là, en fait, elle ne va pas poser problème, elle est toujours satisfaite. Mais ce qu'on a, c'est qu'on a une dichotomie. Donc, si lambda est plus petit que t moins 1 tiers, alors vous pouvez choisir n qui vaut lambda 2 sur 7 fois t moins 4 sur 7, et r qui vaut lambda t sur n carré à la puissance entière, ce qui vous donne une énergie. Alors, en fait, c'est important que je vous donne les formules pour après. Ça donne E lambda t qui est de l'ordre de lambda de septième fois t 3 septième. D'accord ? Et si au contraire, lambda est plus grand que t moins 1 tiers, en fait, dans ce cas-là, vous avez intérêt à aller sur le beg. Vous prenez R égale 1 sur n. Et avec ça, je vais moins discuter. Dans ce cas-là, on a n qui vaut t moins 2 tiers. Et E qui vaut lambda, je ne sais plus, c'est que lambda, t1 tiers. Donc la conclusion de ce petit calcul, c'est que le min de E lambda t, mu, ça c'est plus petit que le minimum, on peut t1 tiers
et c'est lambda de 7e qui est 3 septième. Donc, vous pourriez penser que si vous étiez assez intelligent, vous pouvez construire quelque chose qui fait mieux. En fait, c'est pas vrai. Je vais vous montrer que ça, c'est du même ordre. Donc, vous avez aussi une borne par en dessous qui est du même ordre. Donc, ça, c'est ce que j'appelle une loi d'échelle. Ça, si vous voulez, c'est une version très simplifiée de ce qui a été obtenu par Cioxi, Conti, Conoto dans le premier papier, par Silvia, Sergio et Félix dans le deuxième. Et donc, ça, c'est ce que j'appellerais le régime de branchement non uniforme. Donc, la terminologie vient du fait que dans ce cas-là, on va brancher vers le beg. Donc, sur le bord, on est uniforme. Et dans ce cas-là, on va brancher vers quelque chose qui n'est pas le beg, donc non uniforme. Et donc, juste un mot sur ce cas-là. Voilà. Donc, dans ce cas-là, donc, un régime. En fait, c'est pour lambda égale plus infini. Donc, dans ce cas-là, et pour un modèle un peu simplifié, donc pour un modèle 2D, on peut calculer explicitement la solution. Et ce qu'on peut voir, c'est que le minimiseur, c'est un arbre branchant autosimilaire. Vous branchez vraiment 2 par 2, et à chaque étape, vous ressemblez aux étiers globalement. Ça, c'est, je pense, un des cas assez rares où, pour un problème non convexe comme ça, on arrive à explicitement calculer la solution, et surtout dans un cas où la solution est relativement complexe. Maintenant, on va fixer lambda égale 1 et t plus petit que 1. Et la question qu'on se pose, c'est que peut-on dire sur mu t? En particulier, la question, c'est quelle est sa dimension d'Hausdorff? Donc là, à nouveau, je vais commencer par un peu d'heuristique, et c'est pour ça que je voulais donner les valeurs exactes des paramètres. Donc, je vous rappelle que si j'ai un ensemble E, je veux dire que cet ensemble-là, il a la dimension de Hausdorff H. Si je peux recouvrir, je peux trouver n boules comme ça, pour recouvrir. Par n boules de rayon R, tel que, si je regarde en gros leur dimension, leur volume de dimension h, ça fait 1. Donc, si je regarde n fois r puissance h, ça, c'est de l'ordre de 1. Si j'arrive à faire ça, en fait, à toutes les échelles, alors mon ensemble aura dimension h. Donc là, ce qu'on peut se dire, c'est que si on s'attend à ce que la solution soit vraiment fractale, ça, on peut voir cette construction-là comme une étape, donc quand on fait le Cantor, comme une étape de la construction du fractal. Donc en fait, ça, c'est ce qui va se passer quand on passe de t égale 0 à t égale 1,5. Puis après, de 1,5 à 3 quarts, on va revoir à peu près la même chose à une échelle plus petite, etc. Et donc, si on veut deviner, ou au moins avoir une idée de à quoi ressemble, qu'est-ce que devrait être le bon H ici, on peut reprendre la construction là-bas et voir. Donc ici, donc petit n, c'est grand N carré. R, c'est T sur N au carré à puissance 1 tiers. C'est celui-là. Ici, lambda, c'était 1. Ça, avec mon choix de N, ça, vous pouvez voir que c'est T moins 8 sur 7. Et ça va faire T puissance 5 sur 7. Donc, si je regarde N,
R puissance H. Et ça, c'est T moins 8 sur 7 fois T puissance 5 sur 7 à puissance H. Donc, si je veux que ça fasse 1, le seul choix possible, c'est le fameux 8 sur 5. Et donc, c'est ça qui motive, je pense. Conjecture suivante. On va attribuer à Conti, Otto et Sarkozy. C'est que H de l'unité égale 8 sur 5. Pour être tout à fait honnête, quand j'ai commencé mon postdoc avec Félix, peu de temps après, j'ai rencontré Sylvia à Pise, il me semble. Je lui ai dit que Félix m'avait proposé de travailler sur ce problème-là. Donc, elle m'avait envoyé les notes qu'ils avaient ensemble. Et tout à la fin, il y avait une phrase qui me semble un peu mystérieuse à l'époque, c'est la dimension 8 sur 5 devrait jouer un rôle. C'est la conjecture. Et donc, j'ai mis, je pense, 10 ans à comprendre pourquoi 8 sur 5. Oui, au final, c'est pas très compliqué, mais quand on vous dit juste c'est 8 sur 5. Grâce au Covid, j'ai compris ça. J'étais coincé, j'avais que ça à faire. Bref. Et donc, pour finir, je vais juste peut-être énoncer le théorème qu'on a obtenu. Donc, on ne s'est pas démontré la conjecture. Dommage. Donc, pour énoncer le théorème, j'ai besoin d'encore une notation en plus. C'est l'énergie localisée. Donc là, c'est à nouveau une tranche comme ça. Donc, si j'ai... Ce serait 0. Donc, je n'ai pas agrandi, ça c'est epsilon qui va devenir petit. Alors là, je vais choisir t égale 1 pour ce petit. C'est ce que je vais appeler I epsilon. Donc le mu va être implicite. C'est l'intégrale entre 1 moins epsilon et 1 de la somme sur I des racines de phi plus phi xi point carré. Donc c'est la quantité d'énergie qu'on a près du bord. Donc le théorème, c'est s'il existe bêta entre 0 et 1, tel que la lim sup pour epsilon tend vers 0 de I de epsilon sur epsilon puissance bêta est fini. Donc si l'énergie ici décroît plus rapidement que epsilon puissance bêta, plus bêta est grand et mieux c'est, parce que epsilon est petit, alors on a que f de bêta égale 1 plus 3 bêta. Alors la formule, c'est pas important, mais c'est important après. 1 plus bêta, ça c'est plus petit que la dimension de 1, plus petit que g de bêta, qui vaut 4 fois 1 moins bêta sur 1 plus bêta. Donc ça vous dit que si vous arrivez à montrer que l'énergie locale se comporte de certaines façons, ça se traduit automatiquement par des estimations par en dessous et par au-dessus pour la dimension de la mesure. Alors, ce qui est assez remarquable, je pense, c'est la chose suivante, c'est que si maintenant on trace F et G, est-ce que ça nous donne quelque chose d'intéressant? Si je trace F, ça commence à 1, ça augmente comme ça, et G, par contre, elle est décroissante. Alors, il y a plusieurs choses à voir. D'une part, il y a des estimations qui sont triviales. Donc, comme on est en dimension 2, la mesure, elle est forcément en dimension plus petite que 2. C'est pour ça que j'ai mis ces pointillés là. Donc, ça, vous le savez gratuitement. Donc, si vous êtes ici et là, vous n'avez rien dit du tout. Et d'autre part, comme vous êtes dans H-1,5, en dimension 2, les mesures qui sont supportées sur l'ensemble des dimensions 1 sont limites dans H-1,5. Donc, vous savez plus ou moins gratuitement que vous êtes de dimension au moins 1. Donc, tout ce qui est en dessous d'ici, c'est aussi trivial. Donc, ce que vous voyez, c'est que pour la borne par en dessous, dès que vous arrivez à montrer que l'énergie décroît avec une certaine puissance, peu importe laquelle, vous allez améliorer cette chose-là. Et par contre, j'ai mal fait mon dessin. Comme ça.
Pour améliorer la borne par au-dessus, il faut montrer que ça décroît mieux que epsilon puissance 1 tiers. Et avant de revenir là-dessus, je vais juste insister sur la chose qui est très importante, c'est qu'en fait, si je regarde ce point-là ici, là où elle se rencontre, c'est pour epsilon égale 3 septièmes. Et si je regarde ici, la valeur du bêta correspondant, c'est exactement mon 8 cinquième. Ça veut dire que si on arrive à montrer si I de epsilon est plus petit que epsilon puissance 3 sur 7, alors la conjecture est démontrée. Vous avez réduit la démonstration d'une conjecture qui semble, la fois que j'ai vu ça, je me suis dit que ce serait impossible de le faire, à quelque chose qui semble un peu moins surprenant. Et surtout, ces puissances-là, ce n'est pas n'importe quoi. Donc ce 3 septièmes, c'est exactement ce que j'ai effacé, mais c'est, si vous vous rappelez de la loi d'échelle, d'un point de vue global, l'énergie sur quelque chose de taille t, ça se comporte exactement comme t puissance 3 septièmes. Donc si on arrive à montrer que localement, l'énergie décroît de la même façon que ce qu'elle est globalement, alors vous avez gagné. Et donc malheureusement, ça on ne sait pas faire. Ce qu'on sait faire pour l'instant, ça c'est une proposition, un théorème, c'est qu'on a I de epsilon qui est plus petit que epsilon puissance 1 tiers. Donc on sait qu'on est au pire à cet endroit-là. Donc ce 1 tiers-là, à nouveau, ce n'est pas n'importe quoi. C'est exactement l'exposant qu'on a pour le cas où on va sur le beg. Et en fait, ce n'est pas très surprenant, parce que la preuve, elle marche pour n'importe quelle mesure sur le bord. Parce que de n'importe quelle mesure, ce qui va minimiser à l'intérieur va vérifier cette chose-là. Et donc, ça marche en particulier si vous imposez le beg. Et donc ça vous dit que, de certaine façon, ce qui fait le pire, c'est le beg, quoi, au niveau de l'énergie locale. Et donc ça, bon, ça n'améliore pas cette partie du graphe. Donc on ne sait pas qu'on est singulier par rapport à le beg, mais on peut dire qu'on est un peu moins singulier que la borne triviale. Et c'est probablement un bon endroit pour s'arrêter, comme ça, je ne vais pas parler de la preuve. C'est clair. Est-ce qu'il y a des questions? Tu veux que je l'ai rapidement? La question de Didier, c'était est-ce que ça saute de l'un à l'autre? En fait, non. Parce que si j'ai lambda qui est fini, en fait, la dimension, c'est quelque chose qui dépend que de la mesure sur le bord, quoi. D'accord? Si tu regardes une mesure de loin, enfin, tu ne vas pas trouver la dimension, quoi. Donc, ce que je veux dire, c'est que même si tu es, dans le cas où globalement, tu es dans le régime où tu as t puissance 1 tiers, quand tu te rapproches du bord, tu vas rentrer dans le régime. Tu vois, si tu as fixé grand T, quand epsilon tend vers 0, epsilon puissance 3 septième va battre epsilon puissance 1. Alors ça, c'est plus petit que ça. Donc c'est possible que même si macroscopiquement tu ressembles à un truc uniforme, en fait, si tu zoomes assez, donc si tu vas assez proche du bord, tu vas commencer à voir apparaître un truc qui ressemble à ça. C'est ce que je veux dire? Parce que la dimension, c'est un truc qui est assez fragile, quoi. Par exemple, la question que j'ai souvent, quand je fais cet exposé-là, 3 fois, c'est est-ce qu'on peut faire la même chose pour Ginzburg-Landau? Enfin, si on prend le modèle de départ. Là, je ne sais même pas quel serait l'énoncé, parce que tu as un modèle d'interface diffuse, et donc quand tu arrives sur le bord, en fait, il n'y a même pas vraiment de bord, quoi. Tout est un peu mélangé à ce moment-là. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Donc, je pense que si tu regardes d'un peu loin, ça devrait ressembler à quelque chose qui est de dimension 3 sur 7, mais précisément, ce n'est pas tout à fait la question. Bah, là, pour montrer ce théorème-là, j'ai besoin d'avoir un minimiseur. J'utilise la minimalité de façon assez forte. Pardon, la question de Emile, c'est est-ce qu'on peut dire quelque chose sur le minimiseur? Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire dessus? Non, alors, la question, c'est ce que j'ai présenté, c'était heuristique pour quelque chose qui n'est pas en. En fait, je ne sais pas si c'est pas en un minimiseur. Le jeu, c'est tu dis, bon, bah, à quoi va ressembler le minimiseur? Tu peux essayer plein de fonctions test. Et si tu as été assez malin, tu as trouvé une qui ressemble au minimiseur, mais il n'y a rien qui te le garantit. Si tu veux, au niveau de la loi d'échelle, ce qui garantit, c'est que tu as une borne inférieure qui coïncide. Mais sinon, il n'y a aucune raison que la construction que j'ai fait à la main ait quelque chose à voir avec le minimiseur. Donc, en dimension. Donc, la question de Sylvia, c'était ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait qu'il y avait un cas où on avait la solution exacte. Donc, en fait, dans le cas où on va sur le beg, et si on regarde en dimension 2, donc ça simplifie pas mal les choses, dans ce cas-là, ce qu'on peut montrer, c'est que la solution, en fait, vous pouvez même la dessiner sur un ordinateur. Il y a une formule plus ou moins fermée, quoi. En fait, pour rajouter un niveau, en fait, quand on a commencé à travailler là-dessus, on ne voyait pas du tout comment dire quelque chose sur le vrai problème. On a commencé par dire, bon, bah, peut-être qu'on va regarder comme avant le cas de la dimension 2, toujours avec une pénalisation h-1,5.
Ça ne veut toujours rien dire. Bon, on va mettre H-S, comme ça on pourra avoir des Dirac, ça va être peut-être plus facile. On n'arrivait toujours pas. Bon, on va mettre Wasserstein à la place, ça sera plus simple, parce que ça correspond un peu plus à ce qui est aussi à l'intérieur. Et là, après pas mal de temps, on a réussi à montrer que dans ce cas-là, en fait, on a toujours des Dirac au bord. Il y a toujours un truc qui s'arrête de brancher. Et on a commencé à remonter petit à petit, et on a fini par revenir au vrai problème initial. Donc on a aussi un truc qui, pour le coup, est aussi que en 2D, dans le cas où on a une pénalisation de type Wasserstein. Et dans ce cas-là, on montre qu'on a des arbres finis. Donc c'est un peu le cas inverse de ce qu'on voit ici, où on a quelque chose qui n'est pas complètement diffus. Mais... Donc la question, c'était à la place de... Donc c'est à la place de la norme H-1,5, à la place de la pénalisation H-1,5 du bord, tu pourrais imaginer, bon, c'est pas motivé par un modèle physique, comme question mathématique, c'est raisonnable. Qu'est-ce qui se passe si tu mets autre chose? Par exemple, si tu mets H-S, plus S est grand et moins tu t'attends à avoir quelque chose de singulier. Enfin, pas plus tu t'attends à singulier. Et en particulier, si tu regardes H-1, ça correspond plus ou moins à Wasserstein au niveau du scaling. Donc la question, c'est d'où vient cette hypothèse-là? Ben, en fait, ça c'est... Si tu veux, le théorème, il donne une sorte d'équivalence entre démontrer la conjecture... Enfin, en fait, ça réduit la démonstration de la conjecture à la preuve de cette chose-là. Si quelqu'un te dit « moi, je sais démontrer ça », alors, moi, ce que je dis, c'est qu'automatiquement, tu as des bornes par au-dessus et par en dessous qui découlent. Donc, en fait, l'idée, c'était de séparer en deux la preuve. Faire d'abord ça, en disant, bon, je ne sais pas ce que je t'ai démontré, mais si je t'ai démontré quelque chose, ça me donne automatiquement cette borne-là. Et puis maintenant, une fois que tu as fait ça, tu dis, bon, bah, quel est le bêta meilleur que j'arrive à faire? Et pour l'instant, et après beaucoup de travail, on est coincé à un tiers. Une fois que la preuve est faite, c'est pareil, c'est pas si compliqué que ça, mais on était coincé dessus pendant pas mal de temps. Je crois qu'il y a des théorèmes, donc si jamais on s'est démontré Riemann, alors on aurait... Est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle? Alors, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour obtenir la preuve? Un résumé de la question. Alors, les preuves sont très différentes pour ce qui est en bas et ce qui est au-dessus. En fait, l'estimation par en dessous, ça, c'est une estimation de régularité. En fait, ce qu'on montre, c'est que 1 est dans un certain espace de Sobolev qui est moins négatif que H-1,5. Ça force à être plus régulier que prévu. Et la bande par au-dessus, en fait, ça vient d'un argument d'interpolation. Finalement, ce n'est pas si compliqué que ça, mais ce que tu montres, c'est que si jamais, en fait, tu fais par contraposé, tu dis si jamais la dimension, oui, c'est ça. Si la dimension, ce que tu montres, c'est que si la dimension est trop grande, alors ça va coûter cher de l'irriguer. Tu réduis ça à un espèce de problème de quantisation optimale, donc je te donne une mesure. La relation que je te donne, c'est que cette mesure, elle est assez diffuse, donc, au sens où sa dimension de Hausdorff est assez grande. Alors, ce que tu peux montrer, c'est que si je veux l'approcher par des masses de Dirac, ça va me coûter assez cher en distance de Wasserstein si je contrôle le périmètre de ces masses de Dirac, très vaguement. Donc la question, c'est le fait que ça se croise, est-ce que ça dit que ça n'a pas de sens d'aller au-delà de 3/7? Oui. Tu sais, automatiquement, tu ne peux pas avoir bêta plus grand. Donc la question, c'est est-ce que c'était immédiat par ailleurs, que je sache? Merci beaucoup. Merci à vous.